Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui parce que l'on a décidé de vous faire un bilan de nos 6 premiers mois de voyage. Donc pour nous représenter, nous sommes une famille de 4 personnes, Fabien et moi-même Céline, qui voyageons avec nos 2 filles Malou et Lily. Et nous traversons l'Amérique du Nord et l'Amérique centrale pendant une année à bord de notre camping-car. Vous aviez été nombreux Et nombreuses à nous poser plein de questions sur le déroulé de notre voyage, notre organisation, les hauts, les bas, quel était notre budget également. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de vous proposer cette vidéo aujourd'hui. Et la première chose que l'on voulait vous partager, c'était notre itinéraire. Alors pour l'itinéraire, on est arrivé à Halifax comme nombre de voyageurs. C'est une des 2 options pour arriver en Amérique du Nord. On est arrivé début mai. On a attendu que quelques jours. Je dis que parce qu'il y a pas mal de voyageurs qui ont dû attendre longtemps, eux. On a attendu quelques jours notre camping-car Ulysse qu'on a récupéré dans le port d'Halifax. Enfin dans le port, il n'était pas tombé dedans. Mais... On a récupéré Ulysse et on a commencé notre road trip à travers la Nouvelle-Écosse. Après on est allé au Nouveau-Brunswick. Et puis on a poursuivi par le Québec, une grande province où on a profité de la Gaspésie, Québec, Montréal, le lac Saint-Jean. Et après, en fait, on est descendu jusqu'aux chutes du Niagara, ce qui fait quand même un gros détour kilométrique. On a pas mal hésité. On l'a fait quand même. Et après, en fait, on a attaqué ce qui s'appelle la traversée des prairies. C'est très très long, des chutes du Niagara jusqu'à Calgary, qui se trouve dans l'Alberta. On a fait presque 3000 km, quelque chose comme ça. Et on est arrivé donc aux Rocheuses, qui était vraiment une super découverte pour nous. Et après, on s'est demandé est-ce qu'on pousse jusqu'à Vancouver ou pas. Voilà, c'était pas prévu du tout dans notre itinéraire initial. Et puis beaucoup de voyageurs nous disaient, et de locaux d'ailleurs, nous disaient ça vaut vraiment le détour d'aller jusqu'à l'île de Vancouver, c'est vraiment magnifique. Donc on a modifié un petit peu nos plans pour pousser jusqu'à l'île de Vancouver. Et effectivement, on n'a pas regretté les kilomètres qu'on a fait en plus. D'une manière générale, c'était la Colombie-Britannique qu'on nous vendait. Ouais. Dont fait partie Vancouver, mais c'est vrai que c'était vraiment c'est sympa. vraiment un état magnifique. Ouais. Et de l'île de Vancouver, en fait, on a repris le bateau pour traverser directement aux USA, à Port Angeles, qui est dans l'état de Washington, un petit peu à gauche de Seattle. Et c'est là qu'on a fait nos premiers parcs nationaux américains avec le parc olympique. Et puis on a poursuivi, on a fait le Mont-Rainier, le parc de glaciers qui est assez connu aussi. Et après on est arrivé au Yellowstone. Et du Yellowstone, on a piqué plus au sud pour le Colorado. Et après, on a attaqué la boucle un peu plus classique, on va dire, des grands parcs comme Bryce Canyon, Canyonland, Arches. Et après les grands parcs, nous, on est passé également par Las Vegas. Après, on a fait la vallée de la mort et on est remonté tranquillement jusqu'au Yosemite et jusqu'à la ville de San Francisco. On a passé pas mal de temps parce qu'on avait de la famille qui nous rendait visite là-bas. Et après, il nous restait une dizaine de jours. Donc, on est descendu tout le long de la côte californienne, via Los Angeles, San Diego. Et on est passé au Mexique depuis quelques jours, donc c'est de là qu'on tourne cette vidéo. Il y a pire comme endroit, donc là on a un peu plus de temps parce que c'est vrai que les États-Unis, entre guillemets, c'est un peu speed parce que vous avez 3 mois et on a fait quand même pas mal de kilomètres. C'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, au Canada et États-Unis, on a fait quasiment le même nombre de kilomètres, un peu plus de 13 000. Donc voilà, c'est quand même des continents qui sont énormes. Donc voilà, après vous pouvez faire le choix de rouler ou pas rouler. Mais à un moment, il faudra quand même faire quelques kilomètres. C'est difficile de limiter les kilomètres dans des continents comme ça, où les distances sont tout de suite beaucoup plus importantes que ce qu'on peut avoir en France. Donc dès qu'on veut aller d'un point à un autre, c'est plusieurs heures de voiture. Là, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais dit ça dans la vidéo où on parlait de la traversée de la transcanadienne. De Niagara à Calgary, en fait, c'est comme si nous on habite à côté de Rennes, c'est comme si on faisait Rennes-Moscou. Et c'est vrai que vous ne vous levez pas tous les matins en vous disant tiens, je vais aller à Moscou avec ma voiture. Et là, c'est ce que vous faites pour traverser. Et vous ne traversez pas tout le Canada, c'est qu'un bout du Canada. Donc c'est pour vous présenter un petit peu les distances que ça peut faire. Et là, on a littéralement traversé un continent d'est en ouest. On est passé de l'Atlantique à l'océan Pacifique. Ah, oui. Donc c'est bien, on a la satisfaction de se dire qu'on a vu les 2 bords du continent. Et de cet itinéraire, on va vous donner un petit peu les 5 plus gros coups de cœur, que ce soit pour le Canada ou les États-Unis. Alors au Canada, dans l'ordre chronologique, on va dire, notre premier coup de cœur, ça a été la Gaspésie et le Québec en général, mais plus particulièrement la Gaspésie, où on est arrivé dans des forêts très sauvages. On a vu pas mal de faune. C'est là qu'on a vu vraiment nos premiers animaux, notamment
magnifique orignal, Orignal, au parc c'était de notre première Forillon. orignal qu'on a vue à 5 mètres de distance. Ouais. Donc là, c'était vraiment un beau moment. On n'en a pas revu d'aussi près d'émotion. après, donc Ouais, au final, tout on à était fait. Donc là, c'était vraiment très très beau. Le Rocher Percé aussi. Rocher Et Percé, l'île de Bonaventure avec l'île de la colonie de Bonaventure, fous de c'était bassin. très très beau. Non, c'est vrai que la Gaspésie, et puis on était à une bonne période parce qu'on était en juin, de mémoire, oui, juin, début juin. Donc en fait, on n'était pas encore dans la période touristique, donc au final, c'était relativement aisé de trouver des spots, même s'il n'y en a pas énormément en Gaspésie. Mais il n'y a pas beaucoup de monde, donc on ne se fait pas trop chasser, etc. Ouais. On est arrivé au Canada, en arrivant au mois de mai au Canada, on était quand même assez seul au monde. Hein, donc c'est clair qu'on est devenu un peu sauvage d'ailleurs, puisque arrivé à l'été dans des parcs un peu plus touristiques, c'est vrai que ça nous a fait un petit peu un choc de retrouver du monde, mais on a vraiment apprécié hein, d'être tout seul dans les parcs et de profiter de toute cette nature, rien que pour nous. Et du Québec aussi, on a eu alors la ville de Québec. La ville de Québec vraiment, qui vaut vraiment le détour, qui est magnifique. On a passé de très bons moments. Les chutes Montmorency qui sont superbes, vraiment impressionnantes par leur taille, leur hauteur. Et puis on a eu la chance de participer à Québec, juste à côté de Québec, à un rassemblement de voyageurs organisé par Rémi Turgeon, qui est une personne qui administre un groupe Facebook où il y a beaucoup de monde, qui s'appelle Sur les routes des Amériques. Donc c'est une mine de bons plans si vous voulez faire ce genre de voyage. Ouais. Et il organise régulièrement des rencontres, et donc il y avait quelques Européens comme nous. Donc ça c'était rigolo, ça a permis aussi de nouer des liens. Et puis beaucoup de Québécois. Donc ça c'était super parce que ça a permis de discuter vraiment avec des gens du coin qui aiment aussi le voyage. Donc on a pu pas mal échanger pendant 4 jours dans un grand terrain, et donc ça c'était vraiment excellent. Après le Québec, on est parti, on a roulé et du coup on est arrivé à Calgary. Sauf que bon alors... Après 3 jours de route pour traverser les prairies, en fait, ça a on a été un peu long, tracé mais cet endroit-là parce que bon, déjà, on a vraiment voulu traverser rapidement. Ouais, c'est pas non plus d'un intérêt fou. Et en plus, en fait, on avait en point de mire le Calgary Stampede, qui est la mecque un peu du rodéo chaque année pendant 10 jours. C'est une grande fête foraine géante, là. Énorme, une foire énorme où vous allez avoir des compétitions de rodéo pendant plusieurs jours, des compétitions de powo également, où là c'est encore une autre culture qui vient s'intégrer dans cet événement. Ouais. Et puis une foire voilà, avec des jeux, des expositions de toutes sortes. Mais on a vraiment beaucoup aimé cet événement-là, à la fois parce que c'était la première découverte pour nous du rodéo et des épreuves et de tout ce que ça peut représenter. Donc on a participé à ce rodéo sur une après-midi. Et là, on a adoré tous les 4 le spectacle qui nous a été proposé. Et puis la compétition de powo aussi qui était intéressante à voir, où là on n'est vraiment pas dans la cérémonie religieuse, mais vraiment dans la compétition de danse des Premières Nations. Et du coup, c'est vraiment impressionnant de voir. C'est dans un grand stade, normalement c'est le stade de hockey de l'équipe de Calgary, mais du coup, pour le coup, c'est transformé en piste de danse, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Donc le coup de cœur suivant, c'était le parc des Rocheuses. Donc là, on passe carrément de l'autre côté du continent et on se retrouve au niveau du parc de Jasper, de Banff, Yoho également. Yoho, Kootenay, enfin vous avez 4 gros parcs nationaux. Qui sont vraiment collés les uns aux autres et qui sont traversés par une route qui s'appelle la route des glaciers. Et là, on a vraiment adoré ce paysage de montagne, des glaciers qui étaient encore bien présents puisqu'on était au mois de juillet. Des lacs sublimes en altitude. Alors l'eau est très très froide, hein, mais c'est absolument magnifique par cette couleur bleue, donc notamment le lac Louise. Alors très très touristique, hein, il y a énormément de monde, mais c'est à voir. Il y a d'autres lacs qui sont moins touristiques et aussi beaux. Donc au final, vous avez on a vraiment pu profiter, faire un peu de kayak d'ailleurs sur ces lacs. Ouais. Et on a fait de très très belles randos. On a marché sur les glaciers pour la première fois. Donc ça, c'est vraiment un... Et puis c'est là qu'on a vu vraiment, parce qu'on en a vu un à la Mauricie, mais c'était vite fait. C'est là qu'on a vraiment pu observer nos premiers... Ah, on a des mouches par contre. Avant on avait les moustiques, si vous regardez nos vidéos du Canada. Ça sera dans les flops. Ouais, ça sera les flops. On a vu vraiment nos premiers ours là dans les parcs des Rocheux, donc ça c'était aussi un moment sympa. Oui, tout à fait. Le coup de cœur suivant, ça a été l'île de Vancouver et la petite ville de Victoria qui se trouve au sud de Vancouver.
Là, on a vraiment apprécié de retrouver les jolies plages, alors brumeuses pour certaines, mais c'était vraiment très très beau. On a bivouaqué aussi en pleine nature quelques jours pour observer les orques, alors qu'on a vu de très très loin, mais un endroit sympa. On peut dire qu'on a vu des ailerons d'orques. On a vu des ailerons d'orques. À 300 mètres certes, mais... Et puis la ville de Victoria qui est très colorée, qui est à petite échelle, et nous on apprécie ça par rapport aux grosses villes, où il y a plein de choses à visiter, notamment le musée d'histoire naturelle que les filles ont adoré. Donc la ville de Victoria, c'est vraiment une des villes coup de cœur pour nous. C'était bien parce que c'était la fin du Canada. Donc du coup, on est parti en plus sur une note. Ça finissait très bien notre voyage. On va vous donner nos coups de cœur des USA. Et donc le premier coup de cœur, c'était un petit peu, pas très longtemps après avoir traversé... Alors moi personnellement, je dirais Forks, parce que c'était la ville de Twilight. Non. Ok, bon, c'est pas un coup de cœur. C'était le parc, donc le premier vrai coup de cœur du coup. Le premier vrai coup de cœur, c'était le parc national de Montrénier. Voilà, donc là c'est un volcan en fait toujours en activité. Alors il n'est pas en éruption, mais c'est une grosse montagne enneigée. Donc il y a des glaciers qui entourent toute cette montagne. Donc il y a pléthore de randonnées à faire autour de ce mont. Et on a été vraiment émerveillés par ce paysage de glaciers, donc la blancheur des glaciers qui contrastait avec la nature verdoyante et fleurie qu'il y avait en contrebas, parce qu'on y était à la bonne période, au mois d'août, et c'était très fleuri, donc vraiment très très beau. Et après c'était Yellowstone. Yellowstone, c'est un peu là, je crois que c'est le top du top. La référence des parcs nationaux en Amérique. Ouais. Et puis là, je pense que ce sera certainement ce qui sera au-dessus de la pile, parce que Yellowstone, c'est quasiment l'occasion d'un voyage à part entière. On y est resté plus de 5 jours. 5 jours. On est resté 5 jours, sachant que c'est assez éloigné de tout, parce que vous êtes, si vous faites la boucle des parcs de l'Utah, c'est quand même 600-700 km au nord. Donc voilà, vous ne faites pas ça en une journée. Ouais. Et le parc est très grand. Le parc est immense. Et alors nous, en plus, on y était, il y avait eu des inondations quelques mois avant. Et donc certaines routes étaient fermées, donc c'était un peu plus compliqué de circuler. Enfin, nous, on a de la chance, parce qu'on a pu faire tout le parc, mais dans la logistique, c'était un petit peu plus compliqué, parce qu'on ne pouvait pas ressortir au nord ni au nord-est. Donc il fallait bien réfléchir. On a dû s'organiser pour pouvoir dormir, soit à l'extérieur du parc, soit en camping. Et alors là, en termes de nouveautés, de découvertes, ça a été super parce qu'on a vu des geysers, tous plus colorés, plus beaux les uns que les autres. On a vu aussi les bisons, donc c'était les premières rencontres avec les bisons qu'on a pu avoir. Où là, il y en a mais partout. Vous passez au bord de la route, vous tombez sur un bison qui se balade sur le bas-côté. Donc c'est quand même des animaux... magnifique. Ouais, puis c'est un peu mythique, quoi. C'est quand même les bisons des prairies de l'Ouest. Voilà. Et on a vu notre grizzly. Notre premier et seul grizzly. Donc voilà, ça a été un moment fort en émotion aussi. On a vu pas mal d'ours noirs au final. Enfin, pas mal. On a vu une petite dizaine, on va dire. Ouais. Mais le grizzly, on n'avait pas vu et on en aura vu qu'un. Ce sera au Yellowstone et on a pu en plus bien l'observer longtemps. Ouais. Donc c'était par ça une a été petite piste. Il y avait d'autres personnes avec nous qui regardaient. Ouais. C'est vrai que on a pu l'observer un quart d'heure, 20 minutes. Lui, il faisait son petit repas, donc c'était génial. Et puis Yellowstone, c'est vraiment ce qui regroupe, je dirais, un ensemble de paysages qu'on va retrouver un peu après, un peu partout. Mais il y a le canyon de Yellowstone qui est très impressionnant. Vous avez des lacs également. Les geysers, on en a parlé. Donc vous avez une variété de paysages réunis en un seul parc. Mélangé à la faune qui est présente en quantité, c'est vraiment, je dirais, notre parc préféré parmi tous, même si on en a vu beaucoup d'autres très très beaux également. Bah oui, parce que dans la suite, dans les autres coups de cœur, c'était forcément dans les parcs de l'Utah. Et nous, ceux qui ressortent, alors celle-là, c'est difficile un peu de faire le choix. On a fait une vidéo un petit peu où on classait les parcs. Je pense notre préféré, presque à égalité, je pense, on va dire nos deux préférés, vraiment, c'était Bryce et Arches. Ils sont différents. Arches, vous avez dit. Arches et Canyonland. Moi, je les mettrais à égalité tous les trois. Canyonland, on a eu la chance d'avoir une lumière extraordinaire. Enfin, extraordinaire. Vraiment une belle lumière, donc ce qui fait que tout de suite, le paysage il était mis en beauté. C'était vraiment fabuleux.
Mais Bryce, ce qu'on a adoré, c'était de se balader dans ce qui s'appelle les Hoodoos, là, des grandes formations rocheuses. Ça, c'était cool parce qu'on a pu faire des belles balades et c'est des paysages, pareil, qui sont vraiment dépaysants. Alors, ces parcs-là, ils sont tous faits de cette roche rouge, orangée, qui est magnifique. Donc, vous la retrouvez dans tous les parcs de l'Utah, mais à chaque fois, les formes et les paysages sont différents. Ils vous proposent quelque chose de particulier. Donc Bryce pour les Hoodoos, Arches pour ces arches creusées dans la roche, et puis Canyonland, ces grands canyons très profonds. Donc vraiment, ce sont des parcs pour lesquels on a eu un vrai coup de cœur. Du coup, c'est ça, ça nous fait 1, 2, 3. Ça nous fait les 5 coups de cœur, mais on va dire qu'en gros, c'est les parcs nationaux. Ouais. Et après, je veux dire alors pas un coup de cœur, mais on a quand même vraiment bien aimé Las Vegas. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais en tout cas, c'était une bonne surprise. Ça serait le coup de cœur des filles, ça, parce que finalement, c'était une ville qu'on n'avait pas prévu de faire initialement en se disant que c'était des casinos et que en voyage familial, Las Vegas se prêtait pas forcément. Et au final, on s'est aperçu que pas du bon, enfin entre guillemets. On n'avait pas d'attente particulière. Et on a été vraiment agréablement surpris, effectivement, parce que y a plein de choses à voir. Tout est fait dans la démesure. Et en fait, les filles ont adoré parce que vous rentrez dans les lobbies d'hôtels, les galeries commerçantes. Il y a toujours des choses. C'est une sorte de Disneyland. Hein, c'est un Disneyland pour ça parce que voilà, c'est coloré, il y a des lumières partout. Enfin, c'est sûr que c'est. Et donc, on va dire le coup de cœur hors parcs nationaux. Ce sera, on va dire, la ville de San Francisco, où on a passé pas mal de temps. On y a passé une semaine. Clairement, on ne s'ennuie pas sur une semaine, tellement San Francisco est grand, tellement il y a de quartiers différents à visiter, à découvrir, avec des ambiances toutes différentes entre Chinatown, Mission, Russian Hill, Telegraph Hill, l'Embarcadère, enfin c'est vrai qu'il y a plein de quartiers, le Presidio. Le Golden Gate, on y est passé, je crois, 16 fois en tout. Voilà. Parce qu'on dormait juste au nord de San Francisco. Donc on l'a vu dans la brume, on l'a vu dans le soleil, on l'a vu dans tous les états. Mais vraiment, c'est une ville à part, je dirais, des autres grosses villes américaines qu'on a beaucoup moins appréciées pour celles que l'on a visitées. Donc San Francisco. Surtout San Francisco, comme c'est beaucoup de collines, en fait, vous n'avez pas du tout le même. Vous n'avez pas du tout le même ressenti que des grandes villes tentaculaires, parce que là, en fait, tous les quartiers sont un peu découpés par ces collines, et vous avez des points de vue, en fait. Des fois, vous allez grimper sur 100 mètres, et là, tout de suite, vous avez une vue magnifique sur la ville. Et puis l'architecture des maisons, avec cette architecture victorienne, qui fait que la ville a un look vraiment très particulier et agréable. Et le cable car, qu'on a vraiment bien apprécié. Ça, c'est juste excellent. Tout à fait. On vous fait une petite rubrique vie pratique pour vous donner un peu nos trucs et astuces qu'on a pu découvrir au fur et à mesure du voyage. Peut-être que la première chose dont on peut parler, c'est comment on dormait, les spots dodo, est-ce qu'on était en camping ou en spot nature? Alors que ce soit Canada, USA, on va faire un peu le même tableau, c'est quand même très facile de dormir entre guillemets en sauvage. Nous, on a fait quasiment que ça. Il y a juste, on va dire, la côte ouest californienne qui est un petit peu plus compliquée parce que vous n'avez pas le droit de trop dormir le long de la Highway 1. Donc on a quand même réussi, il y a quand même des spots de temps en temps. Il faut juste un petit peu plus calculer son itinéraire pour ne pas vous retrouver en plein milieu de la pampa. Et là, vous vous faites vite dégager par la police. Ou dans les parcs nationaux, où là, vous ne pouvez absolument pas dormir hors camping. Donc vous êtes soit obligé de ressortir des parcs, soit de payer la nuit en camping. Donc ça dépendait des fois. En fait, on a payé des campings quand vraiment les distances étaient trop longues pour ressortir des parcs, notamment à Yellowstone. On l'a fait à Yellowstone et au Canada, on l'a fait à Banff un petit peu. À Banff aussi, une fois ou deux, parce que comme tous les parcs se collent, de temps en temps, vous avez une route qui permet de sortir, mais c'est pas tout le temps. Donc il y a eu 2 nuits comme ça, on a été au camping parce que sinon ça faisait faire beaucoup de kilomètres. Donc au final, des fois, surtout au Canada, ça restait entre guillemets raisonnable parce que vous avez des petits campings. Ça vous revenait peut-être à 15 € la nuit, mais c'est des campings basiques. C'est-à-dire c'est juste vous payez juste pour avoir un emplacement en fait. C'est absolument pas le camping. C'est pas du tout le camping comme on peut en avoir en France où on a sanitaire, poubelle, piscine et tout ce qu'on peut attendre d'un camping en France. Ici, c'est vraiment une place de parking.
Ouais. Et souvent, c'est une place de parking sur du caillou. Hein. C'est pas, en plus, vous n'avez pas d'air, vous n'avez pas d'arbre, vous n'avez pas de. Ouais. Souvent, Un il y a une fire table. pit, Il y a quand même souvent, en ça général, fait partie des, pour faire votre des petit feu. obligatoires au Canada et aux USA. Hein. Ils aiment beaucoup faire des feux de camp. Et nous aussi, du coup. Et nous aussi, du coup. Mais voilà. Mais sinon, on a vraiment fait que du spot nature et on n'a jamais eu de problème parce que le territoire est quand même très très grand, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Et puis, on avait le soutien de l'application iOverlander, qui est l'équivalent de Park4Night pour ceux qui connaissent en France. Et c'est vraiment notre partenaire du quotidien pour trouver nos spots de dos, de l'eau. Pour faire le dumping, c'est-à-dire vider vos eaux grises, etc. C'est vrai qu'il y a quand même les lingeries aussi, enfin, quand vous avez besoin de faire votre linge, etc. Parce que ça, c'est une autre catégorie. Mais au niveau du réseau, surtout au Canada, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que les grandes villes et tout, ça va. Mais il y a plein de régions, les parcs nationaux en général, rien n'est couvert. Donc iOverlander fonctionne hors connexion. Donc du coup, c'est assez pratique parce que vous pouvez quand même trouver des spots même si vous n'avez pas de réseau. Donc ça, c'est hyper pratique même. Et je dirais que les plus beaux spots dodo qu'on ait pu trouver, c'était peut-être dans le Nouveau-Brunswick. Nouvelle-Écosse. Donc, c'était au tout début en fait, Nouvelle-Écosse. Ouais, Nouvelle-Écosse, où là, on avait des spots face mer, vraiment bord de mer, où on avait l'impression clairement d'être en Bretagne. Donc ça nous dépaysait pas trop et on a eu vraiment nos plus beaux spots, c'était par là. Et bah ouais, on pouvait vraiment se mettre au bord de la falaise et tout, c'était vraiment excellent. Et quand vraiment on est en mal de spots dodo, qu'on ne trouve pas de zone pour se garer, il y a toujours la roue de secours, le parking du Walmart. Voilà. Donc le Walmart, ce sont des chaînes de magasins de grande surface, hein, tout simplement, où on va faire nos courses. Où il y a beaucoup de choses, tout ce dont vous pouvez avoir besoin généralement vous le trouvez au Walmart. Et tout ce dont vous n'avez pas besoin vous le trouvez aussi. Et en fait ça fait partie des chaînes des rares chaînes qui acceptent que vous stationniez sur les parkings de nuit. Donc parfois il faut vous arranger avec le gardien. En fait, souvent où c'est interdit, c'est souvent dans les très grandes villes. Ouais. Dans les très grandes villes, les Walmart, alors je ne sais pas si c'est eux qui décident ou si c'est la municipalité qui leur demande de ne pas le faire, mais ils n'accueillent pas les camping-cars. Par contre, tous les petits Walmart, c'est vrai qu'on a dormi régulièrement. Ça nous est arrivé plusieurs fois de dormir sur des Walmart et pour la sécurité aussi, hein, parce que quand on ne sait pas trop où se stationner, on sait que Canada, sur le Walmart on est tranquille. Mais... Un peu plus vrai pour les USA. Ouais, Au Canada, la sécurité, en fait, vous ne sentez jamais mal quelque part. Hein. C'est vrai que c'est vraiment hyper safe. Ouais. Aux États-Unis, ça peut arriver un peu quand vous arrivez de nuit dans un coin que vous ne connaissez pas du tout. Il peut y avoir des fois des quartiers qui font un petit peu craignos. Donc voilà. Et le Walmart, ce qui était pratique souvent en plus, c'est que ça faisait des étapes des fois, parce qu'on arrivait tard le soir, on pouvait quand même aller faire nos courses tard le soir, et on repartait tôt le lendemain matin. Quand vous faites juste des étapes, parce que vous faites beaucoup de routes, des fois quand on avait beaucoup de kilométrage à faire, vous n'avez pas besoin de trouver un spot caché derrière la montagne machin, parce que de toute façon vous arrivez de nuit, vous repartez presque de nuit. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est des spots pratiques, parce que vous savez que vous allez dormir de niveau, vous allez avoir de quoi acheter à manger s'il y a besoin, voilà. etc. Et on peut faire la transition avec la connexion Internet, parce que le Walmart nous donne aussi accès au Wi-Fi. Ils ont un Wi-Fi qui est plutôt performant. Donc moi je chargeais toutes mes vidéos de là-bas, je rapatriais des fichiers aussi depuis là-bas. Ça voilà. C'est bien. Pour faire le lien avec le manque de connexion quand même dans beaucoup d'endroits, hein, du Canada mais aussi aux États-Unis. Alors c'est bien de se déconnecter, mais c'est vrai que des fois quand vous êtes 2 semaines sans connexion et que vous avez besoin, parce que en Nouvelle-Écosse c'était ça, Gaspésie c'est pareil, en fait c'était une zone blanche pour notre opérateur, donc en fait des fois vous avez quand même besoin de choper une info, et donc il faut aller chercher un Wi-Fi qui ne marche pas toujours, etc. Donc des fois c'est un peu, ou alors quand vous voulez échanger un message avec d'autres voyageurs. Donc quand c'est 2-3 jours, c'est pas bien grave, mais c'est vrai que quand ça dure longtemps, des fois ça peut être un peu handicapant. Après, on y arrive toujours, bien sûr. Pour faire le plein d'eau et pour faire la vidange des eaux usées au Canada, on n'a jamais eu aucun problème en fait. Et c'est jamais payant. L'eau, ils en ont tellement là-bas que vous ne payez pas pour faire le plein d'eau. Eux-mêmes ne payent pas l'eau pour leur maison. Donc ça n'a jamais été problématique. Aux USA, un peu plus sur pour faire le vidange des eaux usées. Pour trouver de l'eau, c'est pas compliqué. En fait, c'est la Californie. Hein. Jusqu'à la Californie, on n'a pas eu de problème parce qu'avec les parcs, il y a toujours des campings. Même si vous ne dormez pas dans le camping du parc, en général, vous avez le droit d'accéder à la dump station. Donc, enfin, la station de vidange. Mais du coup, non, il y a vraiment la Californie où on en a trouvé, mais vraiment, alors, le pire, c'était à la fin.
Sur la côte californienne, là, c'est juste l'horreur parce et que c'est souvent payant, c'est payant de dumper. de dumper, hein, attention. Donc c'est pas payant de faire le plein d'eau, mais c'est payant de dumper les eaux usées. 10 ou Et 15 c'est euros, assez hein. cher puisque Enfin, 10 c'est ou 15 dollars, 10 mais ou 15 c'est dollars. pareil. Pour Oui, l'essence, faire le il plein faut l'essence, d'essence. parce qu'apparemment, Ulysse a besoin d'essence, de diesel même pour avancer. Et si on lui en met pas, il ne veut pas continuer. Donc ça, c'est un des gros postes de dépense forcément. Et donc une appli ultra importante à avoir, elle s'appelle GasBuddy. Donc c'est une appli que vous ne pouvez pas télécharger sur le store européen. Par contre, vous pouvez la télécharger en téléchargeant directement le fichier d'installation. Et ça, c'est en gros un comparateur des stations essence et vous pouvez avoir des sacrés écarts. Autant au début au Canada, on trouvait qu'il y avait peu d'écart entre les petites stations, grosses stations et tout. Mais plus on est allé, et alors surtout aux États-Unis aussi, mais il y a beaucoup d'écart entre certaines stations et vous pouvez vite faire des grosses économies. Et vu le nombre de plan, kilomètres que l'on fait, on cherche vraiment tout le temps les stations les moins chères. Les moins chères, ouais. Et le bon plan aussi au Canada notamment, surtout au Canada. Vous avez donc les réserves en fait, des Premières Nations qui ont souvent des stations essence détaxées. Et donc notamment en Ontario, là il y a vraiment un gros écart de prix. Donc elles sont aussi dans GasBuddy, mais pas tout le temps. Mais vous avez des sites internet aussi qui regroupent un peu toutes ces stations. Donc ça c'est un bon plan aussi, notamment pour l'Ontario, mais pas que. Ouais. Oui, que serait le voyage, Céline, sans les enfants? Donc dans cette partie, on voulait vous partager comment on organise la vie avec les enfants pendant un an de voyage. Alors d'abord l'école, comment est-ce qu'on organise l'école? Donc en fait on n'est pas rattaché au CNED ou à un organisme quel qu'il soit. On s'est équipé avec les manuels scolaires de l'année. Donc Malou étant en CM2 et Lily entamant le CP, donc avec l'apprentissage de la lecture. Et de l'écriture. Qu'elle adore. Donc autant vous dire qu'on est parti avec pléthore de manuels pour avoir tout ce qu'il faut parce que se réapprovisionner en cours de route c'est un petit peu compliqué. Au niveau de l'organisation au quotidien pour l'école, donc c'est moi qui suis la maîtresse dans notre organisation. Initialement, quand on est parti, on faisait 1h30 d'école 5 à 6 jours par semaine au tout début. Et on a vraiment vu que les filles avaient du mal à suivre ce rythme qui était très important. Alors ça peut paraître peu par rapport au rythme en France où les enfants passent la journée à l'école. Mais en fait, en étant en apprentissage, je dirais personnalisé, ultra personnalisé, parce que les filles sont face à face pédagogique. Toutes les deux avec moi pendant 7h30, ça faisait beaucoup. Donc on s'est aperçu aussi qu'on avançait très vite dans les manuels parce que effectivement, en étant en tête-à-tête avec l'enfant, forcément l'apprentissage va aussi beaucoup plus vite que quand vous êtes dans une classe de 30 élèves. Donc on a un petit peu assoupli les règles et actuellement on fait à peu près 1 heure d'école le matin, soit pendant la route, soit en étant en fixe, 4 à 5 fois par semaine. Et les filles ont un programme à respecter avec un certain nombre de leçons, donc ça c'est moi qui leur crée ce programme et elles choisissent quelle matière elles souhaitent faire. L'idée étant qu'à la fin de la semaine, évidemment, toutes les leçons soient effectuées. C'est pas une chose facile, clairement, c'est vraiment, je dirais, une des difficultés une des difficultés qu'on a rencontrées pendant le voyage. Donc le fait d'être maman et maîtresse complexifie vraiment la tâche et c'est beaucoup plus facile pour les filles de traîner la patte que quand on est face à la maîtresse. Donc je dirais que c'est pas facile, mais on y arrive. On arrive à ajuster aussi le programme pour créer toujours de l'intérêt et de la motivation chez les enfants. Et puis on ajuste en fonction des humeurs des uns et des autres pour que la chose se fasse le plus aisément possible. Ce qui est rassurant, entre guillemets, on a croisé des voyageurs dont le couple sont enseignants dans la vie et ils nous ont dit que même eux c'était galère. Voilà. Parce qu'à partir du moment où ce sont vos enfants, ils savent très bien que c'est pas la même chose que quand ils sont face à leur maître ou leur maîtresse. Ouais. Ils ne se permettent pas les mêmes choses. Et ça c'est vraiment un sentiment, je pense, qui est partagé par beaucoup de voyageurs, que l'école à la maison c'est vraiment
c'est pas si facile que ça. C'est vraiment difficile. Mais bon, on y arrive, on avance, donc tant mieux. Et puis Et à côté de ça, elle découvre plein d'autres choses, quoi. Et puis à côté de ça, voilà, il y a énormément de découvertes qui se font par ailleurs. Donc elles reviendront de ce voyage de toute façon enrichies de beaucoup d'autres choses en plus. Ouais. Au-delà de ça, le voyage avec les enfants, alors ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'à la base, un voyage d'1 an comme ça, un tour du monde, ça reste un rêve de parents, hein, qui est partagé avec les enfants, mais qui n'est pas à l'initiative des enfants. Et donc on se retrouve parfois dans des situations où on doit réajuster pour s'aligner avec les envies, les souhaits des enfants et puis le rêve que vivent les parents. Nous, c'est vraiment une difficulté qu'on a rencontrée au bout de 4 à 5 mois de voyage où les filles ont eu un vrai ras-le-bol de la nature, des parcs, des randos. On a vraiment enchaîné beaucoup de visites. On en prenait plein les yeux à chaque fois. Les animaux, on en a vu beaucoup et c'était super. Mais les filles ont vraiment… un peu saturé. En fait, les enfants, eux, ils voient des rochers, ils aiment bien, mais au bout d'un moment, ils disent, bon, ce sont des rochers. C'est du caillou. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même vue et ils ont besoin d'interaction avec les autres. Donc ça, on arrivait de temps en temps à se croiser avec d'autres voyageurs, etc. Mais ils avaient besoin aussi de voir des activités qu'elles ont envie. Donc on a refait un peu une piscine ou voir des villes aussi. Elles préfèrent les villes souvent parce qu'il y a de l'animation, il y a des magasins, etc. Des choses à… Donc voilà, il faut réussir à trouver son équilibre entre visite. Mais c'est vrai que la traversée de tous les grands parcs nationaux, vous n'avez pas vraiment de grandes villes, etc. Donc pendant plusieurs semaines, vous faites beaucoup ça. Et donc c'est vrai qu'elles en avaient un peu marre. Donc là, en plus, on arrive, nous, là, en ce moment, on arrive au Mexique. Donc on est content parce que je pense que c'est des pays qui vont vraiment leur plaire parce qu'on va ralentir le rythme. Et on va pouvoir osciller justement plus facilement entre les plages, les beaux paysages, les belles villes colorées, etc. Et voilà, c'est un truc à prendre en compte. Après, nous, on a croisé quand même pas mal de voyageurs. Et il y a tout, en fait, il y en a, les enfants, ils adorent marcher, d'autres, ils ne veulent pas marcher, d'autres, ils sont un peu comme nous, oui, ça va, mais bon. Donc, il y a vraiment tous les profils, là, nous, c'est notre expérience. Nous, on a des filles qui marchent, mais qui n'aiment pas ça. Qui marchent bien, en fait, mais qui, au bout d'un moment, donc, effectivement, à un moment donné, elles nous ont dit, bon, c'est bon, là, les randos, on en a ras-le-bol. Donc voilà, ça arrive à un moment aussi, on a réajusté aussi, hein, comme toute famille, on voyage à 4, donc on adapte aussi le voyage pour que tout le monde y trouve son plaisir. Donc on a ralenti le rythme et puis c'est arrivé à un moment où on se rapprochait de la mer, donc on a fait plus de plages. Et il faut savoir que les activités pour les enfants sont souvent très chères. Que ce soit des parcs d'attractions, des manèges ou une piscine, hein, tout simplement. Donc tout ça, c'est du budget additionnel et cher en Amérique. Donc on ne peut pas faire de manière excessive. Et puis ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on est on n'est pas en vacances, on est en voyage. Et en fait, du coup, en vacances, quand vous partez 2 semaines, vous budgétez, vous faites plus plaisir, quoi. C'est normal, c'est vos 2 semaines de vacances et vous allez budgéter plus d'activités. Et là, on est entre guillemets sur un voyage d'1 an, on est obligé de faire des choix parce qu'on n'a pas la carte black. Donc en fait, on n'a pas un budget illimité. On va en parler dans quelques instants du budget. Après, chaque famille a son budget, mais on ne peut pas faire tous les 2 jours une activité de malade parce que en Canada et États-Unis, tout est assez cher. On pourra donner des exemples de prix, mais donc il faut sélectionner. Et pour conclure donc sur la vie avec les enfants, la question qu'on a régulièrement, c'est de savoir comment on arrive à vivre dans un si petit espace. Il faut savoir qu'on a une petite maison mais un grand jardin et que du coup on n'est pas tout le temps à 4 serrés dans le camping-car. Un point important que l'on voulait avant de partir, c'était malgré tout que les filles aient chacune leur espace à elles. Donc elles sont en lit superposé, elles ont chacune leur espace avec leurs jouets. Elles ont fait leur décoration dans leur chambre, hein, puisqu'on appelle ça une chambre, même si c'est un lit et un bac à jouer. Mais voilà, elles ont leur espace et c'est important, notamment à l'entrée de l'adolescence, de pouvoir avoir son espace et son espace d'isolement. Quand vos enfants en ressentent le besoin. Donc c'était pour nous important que chacun ait bien son petit espace. Et finalement, la vie
à 4 dans ce camping-car se fait plutôt bien. Ouais. Après, on connaissait un peu le camping-car, ça faisait quand même plusieurs années qu'on partait en camping-car, pas avec celui-ci, mais donc on savait un petit peu à quoi s'attendre. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas eu vraiment de période de rodage. Tout de suite, on s'est quand même très vite senti à l'aise. On n'a pas eu besoin de plusieurs semaines d'adaptation, on est parti direct et ça s'est bien fait tout de suite. On avait pu, même si on l'a aménagé assez tard, celui-ci, on a pu le tester quelques jours, donc on savait à peu près ce qu'on voulait faire. Mais on était habitué entre guillemets à la routine aussi de faire le plein d'eau, etc. Tous ces trucs-là qui sont un peu les enquiquinnements de la vie en camping-car, mais ça on le connaissait déjà, donc c'était pas trop, ça a été assez vite. L'acclimatation, c'est ça. Et puis, quand même, le gros point positif de ce voyage pour la famille, pour conclure sur cette partie-là, c'est quand même que vous passez énormément de temps avec vos enfants, vous les voyez grandir, vous en profitez pour faire plein de choses, faire des gâteaux, faire tout ce que vous n'avez pas le temps de faire quand vous travaillez et que vous rentrez à 18h30, 19h chez vous. Là, pour la famille, c'est vraiment un gros point positif et on voit vraiment les liens qui se resserrent. Et puis pour nous, parents, c'est un vrai plaisir d'avoir nos filles, de les voir évoluer tout simplement dans la vie et dans cet environnement-là au fil des semaines. En préambule sur le budget, parce qu'il y a des gens qui peuvent se poser la question, mais comment font-ils? Sont-ils extrêmement riches? On a joué au loto et c'est génial quoi. On a gagné au loto alors qu'on n'a même pas joué. C'est quand même fabuleux. Non, en fait, alors il y a plein de profils différents. Il y en a qui financent en travaillant comme des saisonniers ou qui travaillent en digital nomade. Des gens qui ont fait les économies et qui partent. Alors nous, on n'avait pas forcément les économies, du coup on a vendu notre maison. Et pour financer ce voyage. Voilà, financer ce voyage. Donc là, en fait, on a tout vendu, pas toutes nos affaires, on en a gardé quelques-unes quand même pour notre retour, mais on a vendu des affaires et on a vendu notre maison. Donc c'est ça qui permet de financer le voyage. Alors le budget. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le budget, forcément, il dépend de chaque famille. Si vous allez souvent au restaurant, pas souvent au restaurant, si vous faites beaucoup d'activités, etc. Si vous roulez beaucoup, pas beaucoup. Le véhicule, on n'en parle pas parce que alors là, c'est pareil, ça dépend combien vous l'avez acheté. Si vous le revendez après, si vous ne le revendez pas, etc. Et puis il peut y avoir des véhicules à 10 000 € et des véhicules à 200 000 €. Donc, le budget qu'on va vous donner c'est le budget de fonctionnement, va être hors achat du véhicule. Voilà. Mais parce que en fait, le budget, oui, vous l'achetez, mais si vous le revendez, vous ne perdez pas forcément beaucoup de sous. Donc, voilà. Alors du coup, pour comparer quand même, c'est en plus entre le Canada et les USA, ce qui est facile, c'est qu'on a fait quasiment le même nombre de kilomètres à 200 km près. Donc un petit peu plus de 13 000. Donc en gros, le budget global, je vais vous donner par jour, parce qu'on a passé un petit peu plus de jours au Canada. Et bien en fait, on en a eu pour 117 € par jour. Au Canada Et 102 € par jour aux USA. Donc on voit qu'il y a quand même une bonne différence. Sachant qu'on a été impacté en plus quand même plus aux USA par la baisse de l'euro, parce qu'on a perdu quasiment 10 à 15% entre janvier, où on avait vraiment finalisé notre budget, janvier-février, et puis août-septembre, là où on est arrivé aux USA, puisque du fait des événements en Ukraine, l'euro a beaucoup chuté. Donc on a perdu en plus, et les USA sont quand même vraiment moins chers que le Canada. Ouais, on a senti une vraie différence entre les deux, notamment au niveau de l'alimentation, du prix de l'alimentation. Le budget global du Canada, c'était à peu près 11 000 €. Et il y a 30%, à peu près 30%, je vérifie mes fiches quand même, 30% pour les courses. Et après, c'est 25% de carburant. Donc premier poste de dépense, les courses, effectivement, on a été très surpris en rentrant dans les magasins de voir à quel point la vie était chère. On a évidemment ajusté notre manière de consommer et d'acheter au Canada, parce que des produits qu'on adore consommer en France, le fromage, la bonne charcuterie, le pain, tout ça c'est très très cher. Après tout est cher déjà de base et ça c'est encore plus cher. Donc vous consommez plus du pain de mie, plus à la mode canadienne, du cheddar, sans tomber non plus dans les excès parce que forcément ce qui est peu cher c'est souvent ce qui est très salé, très gras, très sucré, donc les chips, les sodas, les gâteaux, sont quand même chers au final. Voilà. Donc voilà, on essaie de trouver un compromis entre les deux, mais clairement les courses c'était vraiment le premier poste. Alors dans ces budgets là aussi, il y a l'assurance santé qui rentre en compte. Donc nous on est passé par Chapka.
En gros, là, pour 3 mois, c'est à peu près 800 €. J'ai fait un prorata parce qu'en fait, on paye un forfait pour 1 an, mais il y a une surprime aux USA et au Canada, puisque c'est des pays où c'est très cher la santé. Après, il n'y a pas d'obligation de la prendre. Bon, je connais pas beaucoup de voyageurs qui ne la prennent pas parce que sur 1 an, il y a quand même un gros risque. Enfin, il y a quand même forcément un risque d'aller une fois chez le docteur. Ouais. Et au Canada et USA, la facture peut très très vite monter. Donc il y en a qui font aussi 3 mois juste avec l'assurance de leur carte bancaire. Donc après, c'est possible. Il faut bien regarder par contre parce que les plafonds ne sont pas les mêmes quand même. Moi, j'ai regardé, on a une Visa Premier, c'est comme une Gold. Les plafonds n'étaient pas du tout les mêmes, donc c'est toujours pareil, tant qu'il se passe rien de grave, et heureusement en général il se passe rien de grave, mais si jamais il y a une grosse opération, parce que je sais pas, un accident, j'en sais rien, voilà, faut se méfier quand même. Le carburant, ce qu'on a dit dans les trucs et astuces, c'est qu'on a utilisé pas mal GasBuddy, surtout au bout d'un mois ou deux quand on nous a fait découvrir l'application. Mais forcément le prix de l'essence est plus cher au Canada qu'aux USA, donc pour le même nombre de kilomètres, il y a quasiment 500 € d'écart sur ce poste-là, ce qui est quand même important. Et là au Mexique c'est encore mieux parce que c'est encore moins cher, donc là c'est cool. Et ah oui, dans les assurances, j'ai parlé d'assurance santé, et bien sûr il y a l'assurance du véhicule. Spécificité, on a un véhicule européen, donc il n'y a pas beaucoup d'assureurs qui veulent vous assurer. Nous on a pris l'assurance du transporteur maritime, donc c'est assez cher, hein, c'est 600, en gros c'était pour les 6 mois c'était un peu plus de 1200 €, ouais, les 1300. Donc c'est un gros poste, après au Mexique c'est un peu moins cher. Mais voilà, c'est quand même un poste de dépense. En fait, ça, ce sont des frais fixes entre l'assurance santé et l'assurance véhicule. Donc dans ces 11 000 € pour le Canada, il y a déjà 1 500 € d'assurance. On n'a pas été trop gourmand en resto, c'est-à-dire quand on dit resto, en gros, on a allé dépenser 500 € dans chaque pays. C'est tout ce qui est restauration hors domicile, hein, que ce soit un McDo ou un restaurant. De toute façon, on a fait un restaurant au Canada et peut-être un ou deux aux USA, parce que c'est pareil, c'est assez, on ça a va vite. vu que les prix étaient quand même relativement élevés, donc voilà, on a préféré se réserver pour en profiter au Mexique, où là, les restaurants ou les petites, le petit déjeuner pris sur le pouce à l'extérieur va être forcément beaucoup moins cher, donc on a limité vraiment de ce côté-là. Et après, au niveau des activités et des parcs, alors on s'est pas mal lâché au début du Canada. Au début on a fait pas mal de musées, tout ça, parce qu'on était un peu dans l'euphorie du voyage, et on a quand même aussi ralenti parce que, comme tu disais, les parcs, ça c'est le bon plan parce que c'est pas trop cher. Alors surtout aux USA, parce que aux USA c'est 80 $ la carte annuelle, donc vous avez accès à tous les parcs nationaux, plus des monuments nationaux. Voilà, donc la carte America is Beautiful, ça vaut le coup, qui vous donne accès à l'ensemble des parcs nationaux sur le territoire, donc là c'est vraiment hyper intéressant de la prendre. Puisqu'elle est à 80 €, 80 $. Mais là en ce moment c'est 80 €. Et c'est des parcs canadiens. Le seul truc c'est que les parcs canadiens couvrent donc les parcs nationaux, mais les parcs du Québec, l'immense majorité, sont des parcs provinciaux et il faut repayer. Donc là c'est un petit peu moins intéressant, mais on l'a pris quand même parce qu'on a quand même passé pas mal de jours. Ouais. Et là ça doit être une centaine d'euros, je crois, un truc comme ça. Mais voilà, ça c'est juste les cartes, et au final dans chaque pays on a dépensé un peu plus de 1 000 € en activité. Sachant qu'on n'a pas fait des folies, hormis ici au Canada, on a fait la sortie baleine, qui quand même est un budget, parce que c'est dans les plus de 200 € pour 4. Donc c'était la grosse dépense. Ouais. Mais vous voyez, on n'a pas non plus, on n'a pas fait de tour de buggy ou du parachute ascensionnel. Hein. En fait, toutes les activités sont quand même vite chères. Il y a des musées où ça va, c'est raisonnable. Mais dans les villes comme San Francisco, le moindre musée, vous êtes vite à 20-25 € par personne. Donc forcément, vous ne pouvez pas en faire 12 dans votre séjour tout le temps. Et juste, après, dans les à côté, il y a les laveries, recharger le gaz, etc. Donc tout ça, c'est des petits... c'est pas des gros postes de dépenses, mais voilà, ça s'accumule. Et là où par contre on a fait, on va dire, des économies pour l'instant par rapport au budget, c'est les campings, donc on a dépensé plus en carburant et plus en nourriture qu'on avait prévu. Par contre, pour l'instant, on a économisé plus en camping, parce que comme on a fait quasiment 0 camping, en gros, on a dû dépenser 100 € au Canada. Que ça, et finalement, on a eu tellement de facilité à trouver des spots nature qu'on n'a quasiment rien dépensé en camping. En fait, le camping, on a dépensé 100 € au Canada, sachant qu'il y a plus de la moitié, c'était pour participer au paiement du terrain du rassemblement. Enfin, il y avait une cotisation qui était demandée. Et aux USA, j'ai pas regardé, j'ai pas mis, mais ça c'était 120 € peut-être, parce qu'au Yellowstone, on a fait 3 nuits au Yellowstone. Et là, parce que ça a économisé des kilomètres. Mais hormis ces 3 nuits, en fait, on a fait 3 nuits de camping aux USA. Donc là-dessus, c'est ça qui est bien quand même, c'est que ça vous permet de voyager pour pas trop cher sur ce plan-là en tout cas. Pour le budget, après, ça c'est pareil, nous on s'est réservé une petite enveloppe d'entretien. Donc pour l'instant, on a dépensé à peu près 400 € d'entretien. On a fait réparer la clim, on a fait réparer, on a crevé 2 fois. Et une fois, on nous a même pas fait payer.
il y a toujours des petits trucs à racheter, des petites pièces pour Ulysse, etc. Donc ça fait partie, on a un budget entretien. Et voilà, pour l'instant, on a dépensé à peu près 400 € entre le Canada Sur et les l'USA. 6 premiers mois, ouais, on a fait peu de frais. Là, on en a fait un peu plus là présentement au Mexique. Mais on en parlera dans le bilan du Mexique. C'est ça. Et pour terminer cette vidéo, on va répondre à quelques questions que vous nous avez posées sur Instagram. Alors il y a des questions auxquelles on a déjà répondu à travers les différentes catégories, mais du coup il y a quelques questions en plus. Alors il y avait une première question qui était: avez-vous trouvé des différences de mentalité ou sur la façon de vivre entre les pays, donc entre Canada et USA? Alors nous, ce qu'on a beaucoup apprécié chez les Canadiens, c'est leur accueil, hein, leur côté chaleureux. Ils sont venus très facilement vers nous. Ce qu'on a vraiment apprécié dès qu'on est arrivé, c'est que les Canadiens vous proposent très naturellement leur aide. Dès qu'ils vous voient avec une carte ou en train de chercher votre direction. Et puis c'était assez rigolo parce qu'en passant avec Ulysse dans le camping-car, les gens voient la plaque française et alors ils nous doublent avec leur voiture en nous faisant des grands signes, des pouces, des sourires ou nous souhaitant simplement la bienvenue. Donc on a vraiment trouvé ça sympa de leur part et la relation avec les Canadiens a toujours été très chouette, très agréable. Et aux USA, pareil, on n'a pas eu de mauvaises rencontres, on n'a eu que des bons échanges. Souvent c'était dans les parcs parce qu'on discutait pendant une rando, on croisait sur des gens, donc on discutait, etc. Et c'est vrai qu'ils étaient assez ouverts aussi. Ouais. Après, on a bien vu qu'il y avait une différence par contre, alors, à l'intérieur même des USA entre campagne et ville. Parce que quand vous étiez dans les campagnes, voilà, on voyait bien que le niveau de vie était différent, on voyait croiser pas mal les pick-up avec les drapeaux pro-armes, etc. Donc c'était une autre ambiance. Mais sinon après, dans la façon de vivre, on voit que c'est quand même plutôt proche, entre guillemets, c'est nord-américain. Donc voilà, le Canada est quand même fortement imprégné de la culture américaine. Donc y a pas quand on est passé d'un pays à l'autre, on n'a pas eu de choc culturel. Même déjà en venant au Canada, c'est beaucoup moins dépaysant de faire France, Canada, États-Unis que là, Mexique, c'est déjà autre chose. Là, au Mexique, on sent beaucoup plus la différence de culture. Mais c'est vrai que le Canada-USA, il n'y a pas... forcément qu'il y a des différences, mais c'est pas ultra choquant. Non, et en tout cas, nous, on a eu que des expériences très positives avec des gens accueillants, serviables, qui viennent vers nous pour communiquer parce qu'ils voient bien que voilà, on est français ou en tout cas on est européen quand ils n'identifient pas trop la plaque, ils n'identifient pas trop forcément la langue non plus, hein, donc... Mais on se fait quand même souvent griller avec notre accent, même si on parle anglais. Ils voient qu'on n'est pas américain. Souvent ils savent qu'on est français quand même. Mais donc ça donne lieu toujours à des échanges simples et conviviaux qu'on apprécie. Alors la deuxième question, c'est: est-ce que le voyage tel que vous le vivez correspond à ce que vous imaginiez? J'aurais tendance à dire plutôt oui. On n'a pas eu de mauvaises surprises ou on n'est pas tombé de notre chaise en se disant ah ça, on n'imaginait pas ça du tout comme ça. Pour l'immense majorité. On pensait avoir du fromage et de la charcuterie un peu plus à des prix un peu plus raisonnable, mais bon. Ça voilà, ça fait peut-être partie de la question suivante sur nos déceptions. Non mais c'est vrai que après les paysages, je trouve que c'est même encore mieux que ce qu'on pensait parce qu'il y a quand même des trucs qu'on a beau les voir en vidéo, etc. Quand vous y êtes, c'est quand même vraiment excellent. Mais après, non, on n'a pas eu des illusions particulières. Après, vous avez toujours des galères, des petits trucs par-ci par-là. Mais puis sur la vie en camping-car, on y avait déjà goûté pendant les vacances. Je suis en train de me faire attaquer par un scarabée. C'est bon, il est parti. Donc voilà, on n'a pas eu de désillusions sur la vie en camping-car, même si on voit que c'est pas toujours forcément simple et facile, hein, parce qu'on n'est pas seul à voyager. Donc, mais ça a été surtout du positif malgré tout. Et d'ailleurs, en partie, ou même c'est mieux, je parlais des paysages, mais aussi un truc qu'on ne s'attendait pas forcément, ou en tout cas qu'on n'avait pas mesuré, c'est l'échange avec les autres voyageurs aussi. Donc il y a l'échange avec les personnes du coin, donc ça c'est cool, et l'échange avec les voyageurs, alors que ce soit sur les réseaux ou le mieux c'est en vrai, ça c'est vraiment excellent parce qu'on partage beaucoup d'expériences, on partage en fait, souvent les gens, on a un peu le même itinéraire, donc on dit ah vous avez vu ça, moi j'avais pas vu, mais vous avez, ah oui, il est arrivé ce truc là ce jour-là. Enfin, et c'est vrai que ça, il y a vraiment une communauté qui se crée parce qu'on n'est pas si nombreux que ça finalement à parcourir. Nombreux, mais pas si nombreux.
les États-Unis et le Canada. Et il y a vraiment une communauté d'entraide qui se crée, de partage, des moments conviviaux qui se créent. On apprécie énormément de retrouver des voyageurs le soir pour partager l'apéro, le repas, un moment sympa. Et les enfants ont aussi beaucoup besoin de ces échanges-là, de se faire des petits copains, de se créer aussi des liens sociaux parce que voilà, elles sont habituées aussi, elles avaient une vie sociale à la maison en France qu'elles n'ont plus ou qu'il est difficile d'entretenir que par le téléphone. Et donc là, elles se recréent finalement des liens ici avec beaucoup et surtout avec des Français parce que je dirais à partir voilà, il y a la barrière de la langue qui se crée à partir d'un certain âge. Autant des enfants en bas âge vont jouer ensemble même s'ils ne partagent pas la même langue. Mais voilà, on a besoin de ces échanges-là et on apprécie beaucoup ces moments où on se retrouve et on a croisé pas mal de voyageurs, on est finalement souvent en bonne compagnie et ça c'est vraiment agréable. Ce qui est bien, c'est des fois on a envie de faire notre voyage, puis des fois on a envie de socialiser, donc hop, on trouve des gens et ça c'est... Et on a hop vraiment... là, ça mord là-bas. Rien à voir, j'interromps mais je vois que la personne est morte, donc on va peut-être trouver avoir du poisson ce midi. On a vraiment un bon équilibre entre ça, entre les moments où on voyage seul, où on vit notre expérience et on va à la découverte des paysages et du pays, et les moments où on se retrouve avec d'autres voyageurs. Et c'est toujours des super moments. Puis surtout que c'est pas forcément que des Français, des fois ça peut être des Suisses, des Belges. Souvent c'est francophone, mais pas que, parce qu'on a voyagé aussi avec des Québécois anglophones et on partage aussi. Donc ça, c'est vrai que c'est un moment où c'est assez cool. Donc, et puis tout le monde est sur le campement, donc ça c'est vrai que c'est cool. Question suivante. Et la dernière question, c'était quelle est la plus grosse déception que vous ayez eue? Alors, pas de grosses déceptions, on n'a pas eu de problème, vraiment de gros problèmes. On touche du bois jusque-là parce que tout se déroule plutôt comme prévu. Il y a en revanche quelque chose qui nous a choqués, je dirais, dans les grandes villes des États-Unis, mais aussi au Canada, c'est les écarts entre les personnes. Comment dire? C'est les vrais écarts au sein de la société. De niveau de vie, et sauf qu'en fait c'est criant et en fait c'est, je ne sais pas si on peut dire c'est accepté comme ça là-bas, mais je pense que c'est un peu aussi vous avez le rêve américain et puis le côté. L'autre côté, c'est le cauchemar américain. Ouais. C'est vrai qu'on a vu ça aussi à Vancouver, canadienne, mais c'est vrai qu'en fait, dans le même quartier, le quartier des affaires, d'une rue à l'autre, vous pouvez avoir des allées de tentes ou de gens qui se droguent. Donc vous êtes avec vos enfants, vous passez devant, les gens ils sont en train de se... Ils sont en train littéralement de se droguer dans la rue, de se piquer. Et il y a des villes, le pire c'était Los Angeles pour ça, parce que là, alors là vous avez des villas à des millions d'euros et juste à côté vous avez la tente. Voilà, et c'est vrai que je pense que c'est un peu, malheureusement, c'est un peu admis comme ça. C'est-à-dire que c'est accepté et a priori, il n'y a pas grand-chose qui est fait parce que je pense que les aides pour ces gens-là sont très peu nombreuses. Une dernière question, c'est quel est votre plus gros coup de cœur de ce voyage alors? Et on va s'en sortir par une pirouette. On vous a déjà parlé de nos top 5 Canada et USA, mais clairement, notre coup de cœur, c'est tout simplement notre voyage. Aujourd'hui, on kiffe l'expérience que l'on vit, on en profite au maximum. On croque cette nouvelle vie qu'on s'est offert pour un an. Voilà, donc je dirais qu'on en profite vraiment à chaque instant et on a envie que ça continue encore un moment. Donc on est à la moitié de notre voyage pour l'instant. Il nous reste encore 6 mois qui vont être certainement radicalement différents par les pays que l'on va visiter en Amérique centrale désormais. C'est ça qui est bien aussi, ça va être très varié. Et on est vraiment hyper content de continuer sur une autre ambiance, d'autres cultures, une autre langue également. Donc ça va être super. Et on va continuer à vous partager tout ça en vidéo bien sûr et puis sur Instagram. C'est ça, c'est Idioma la langue? Idioma, ouais. Donc on espère que cette vidéo de bilan vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des choses
Si vous êtes en train de préparer un voyage comme celui-ci ou un voyage aux États-Unis, aux USA. Même sur un voyage plus court et que vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir du coup les vidéos qui traitent des différents endroits qu'on a visités, comme ça peut vous donner des idées et puis des bons plans. Voilà, on vous partage aussi dans une vidéo le van tour ou le camping-car tour si vous êtes intéressé de voir comment on a équipé notre camping-car à l'intérieur et à l'extérieur. Et puis vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram au quotidien où on partage vraiment tout ce que l'on vit et notamment actuellement notre expérience au Mexique. Et ben voilà. Voilà. C'est une bonne vidéo complète, mais bon, n'hésitez pas. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire ou à nous envoyer des messages sur messagerie sur Instagram. Enfin, on y répondra avec plaisir. Voilà. On sera super content si vous mettez un petit pouce, si vous vous abonnez. Et puis on vous dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, chaque voyage c'est une aventure. À bientôt. Et de cette itinéraire... je sais pas pourquoi faire en même temps que je parle. Et de cette... une touffe au-dessus de la tête. Ouais, bon, attention, c'est mort. C'est mort. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Ouais. Donc ça a été un de nos coups de cœur. Ouais. Mais alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les coups de cœur des parcs nationaux, parce qu'on en a visité quand même beaucoup. Donc on va vous donner ceux qu'on a préférés. Et puis on donnera un petit coup de cœur, un petit coup de pouce. Oh, ouais. Ça ne veut rien dire mon truc, c'est pas grave. Peut-être que ça va jamais passer. Hein? Il va peut-être jamais passer ce coup de vent. Alors vous avez... Oh putain! Oh fait ch... Vent de... Donc il faut savoir que les activités... Il faut ça. On peut travailler? Oui. Okay. Déjà, il faut savoir qu'on a une petite maison, mais on a un grand jardin, hein, puisque notre jardin, c'est la nature. C'est bien dit. Hein. Et ouais, mais si tu dis ça, ça va faire... Non, c'était beau.